Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Guilde. Aujourd'hui, je voudrais te faire part d'une réflexion que j'ai eue sur le fait que la vraie valeur pour moi d'un testeur n'est pas forcément dans l'exécution d'un cas de test ou la stratégie qu'il va mettre en place, mais bien sur un peu le logiciel dans lequel un testeur est formaté. C'est-à-dire qu'il a une façon particulière, j'appelle ça de penser comme un testeur. Pour moi, c'est un peu sa compétence cachée auquel on ne pense pas. En fait, on n'est pas né testeur, mais la façon dont on nous a appris de tester, la façon dont on a de chercher des choses, m'a fait qu'on va au-delà de l'exécution des scripts, au-delà de l'automatisation. C'est vraiment, voilà, notre façon de raisonner qui est peut-être la compétence la plus précieuse et qui peut profiter à toute l'équipe et qui, je pense, doit être transmis aussi au plus grand nombre si on veut que la qualité soit pensée au plus tôt et s'approprier à toute l'équipe. Donc un testeur, de base, ne va pas forcément raisonner comme un développeur. Lui, un développeur, il va plutôt avoir une réflexion de dire comment je vais construire la solution la plus robuste, la plus simple, la plus efficace. Alors que le testeur, lui, il va plutôt avoir une pensée qui va être un peu divergente et qui va se dire et, et si ça se passait autrement? Et si l'utilisateur venait d'un autre chemin? Quels sont les cas extrêmes? Quelles sont les erreurs possibles que l'on peut identifier? Donc en gros, il va essayer de faire émerger les angles morts et y penser. Et c'est bien qu'on puisse aider un développeur à avoir cette réflexion aussi pour anticiper ces cas aux limites, pouvoir bien les développer plutôt que de les redévelopper à posteriori, ce qui peut démultiplier le coût de développement et retarder une mise en production. Donc en gros, on a des modèles de raisonnement QA. Tous après, je ne sais pas si vous en êtes conscient de cette réflexion que vous pouvez avoir. Le premier, c'est vraiment cette réflexion du what if, le et si? Et s'il se passait ça? Et si on faisait ça? Et si finalement la personne ne rentre pas la donnée? Et si elle mettait des lettres au lieu des chiffres? Et qu'est-ce qui se passe si le service tiers il tombe? Comment va réagir alors le système? Donc ça, c'est la première phase de réflexion, celle qui se fait en amont. Et après, lorsqu'il y a un problème, souvent, c'est pas juste il y a un problème, il faut le donner. Il va essayer de comprendre la cause réelle en utilisant différentes stratégies d'analyse des logs ou de stratégie des 5 pourquoi, pour pouvoir vraiment voir d'où vient la cause réelle de ce comportement. Le testeur aussi, pour pouvoir tester plus efficacement, utilise aussi ce qu'on appelle des heuristiques de test qui permettent vraiment d'explorer rapidement une fonctionnalité sous différents angles. Donc ça, c'est très utile notamment lorsqu'on fait du test exploratoire, mais pas que. Ça permet vraiment de trouver une réponse en tout ou partie, mais qui va être très rapide et très efficace. Et donc ça, c'est vraiment des techniques très importantes, je pense, qui ne devraient pas être que l'apanage des testeurs, mais voilà, qui peuvent être transmis aux développeurs ou aux PO. Et donc, c'est vraiment être testeur, c'est vraiment un esprit un peu particulier. C'est à la fois cultiver la curiosité, vouloir comprendre au-delà de la surface, vouloir comprendre qu'est-ce qui se passe si ça se passe pas comme prévu. Souvent, on nous dit le testeur, il essaie de casser le système. Non, moi, je pense plutôt qu'il essaie de le rendre résilient. Et ça, c'est pas la même chose. On essaie de voir quels sont les angles morts pour vraiment que le système soit plus efficace et puisse anticiper les problèmes. Et il va avoir ce que j'appelle une espèce de doute méthodique. Et il ne va jamais prendre pour acquis que ça va fonctionner, que c'est censé marcher. Il va essayer de voir ce qui se passe toujours un peu plus loin, un peu plus fort. Et il va donc développer une faculté d'observation, de recherche dans les détails, d'incohérence, de signaux faibles qui font que on va avoir l'impression qu'il a eu l'intuition de faire ce cas d'usage et il trouve un problème qu'on n'avait pas anticipé.
mais parce que c'est son état d'esprit, c'est ses qualités qu'il a développées qui font qu'il va avoir une posture de chercheur et pas juste d'exécutant globalement. Et donc, c'est vraiment, peut-être le mieux, c'est que je vous donne peut-être un exemple assez basique, trivial, vous allez me dire, où on va écrire la champ de date de naissance dans un formulaire qu'un développeur va mettre en place et il va dire, voilà, le testeur, lui, quand il va faire, peut faire le développeur, quand il va faire ses petits tests de son côté, il va dire, est-ce que je peux saisir une date de valide et ça passe. Le testeur, lui, il va commencer à se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe si je mets une date dans le futur? Qu'est-ce qui se passe si je mets 31 février? Qu'est-ce qui se passe si je mets un texte ou une date? Et si je le laisse vide, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est pas forcément de la paranoïa. C'est vraiment une espèce de gymnastique mentale qui protège de vrais défauts réels, d'erreurs que peut faire vraiment un utilisateur en utilisant le système. Donc le but, c'est peut-être d'empêcher l'utilisateur de faire des erreurs et aussi de se dire, s'il fait une erreur, comment je le préviens pour qu'il puisse mettre la bonne information et que le système puisse vraiment être robuste à ces cas de figure. Donc je vous disais tout à l'heure, ce qui serait intéressant, c'est de transmettre un peu cette façon de penser aux développeurs ou aux PO, c'est-à-dire cet état d'esprit, ce mindset. Le but, c'est pas pour moi, de garder ce raisonnement réservé aux testeurs, mais vraiment de le transmettre, bien au contraire, plus aux développeurs, plus aux PO, pour que la qualité devienne de plus en plus collective. Voilà quelques leviers concrets qui pourraient être intéressants à mettre en place. Je vous ai parlé d'heuristiques, on peut essayer de les partager. C'est des choses qui peuvent être rapidement mises en place, couplées à certaines techniques de test. On peut aussi faire des sessions où on va co-tester avec soit les développeurs, soit les PO en mode pair testing, pour qu'ils voient un peu comment on réfléchit, comment on le met en place. On peut commencer, c'est nous qui testons, puis après, à la phase d'après, c'est eux qui testent. Et surtout, avoir des questions ouvertes. Et si on fait ça, et comment vous faites pour faire ça, plutôt que donner des solutions toutes faites. Et petit à petit, l'équipe va apprendre à raisonner comme un testeur. Le but, c'est pas forcément qu'il n'y ait plus de testeurs, mais c'est que les problèmes sont anticipés, euh, que le design de l'application permette d'être anticipé grâce à ces questions-là. Et donc, c'est vraiment intéressant. Donc, ce qui peut être intéressant pour pouvoir explorer et aider à explorer aussi, c'est vous pouvez aussi essayer de mettre ça sous forme de mind map pour essayer d'identifier la fonctionnalité sur plusieurs angles. Si c'est vraiment complexe dans un système beaucoup plus complexe, de la modélisation de processus métier de style BPMN. Après, voilà, des choses assez basiques qui marchent très bien, c'est une checklist pour pas oublier les basiques. C'est de mettre en place d'une test exploratoire avec des chartes d'exploratoire avec une liste d'heuristiques auxquelles on peut utiliser. Donc ça peut être vraiment des catalyseurs qui vont aider à la réflexion critique et à aider à ce que tout le monde porte la qualité au plus tôt. Donc, pensez comme un testeur, c'est pas un super pouvoir, pardon, réservé uniquement au QA. C'est vraiment un état d'esprit que toute l'équipe peut adopter, mais ça prend du temps et il faut pouvoir développer la curiosité, cette méthodologie, cette capacité à observer, cette capacité à voir les cas aux limites et, et que se dire que la qualité, c'est pas juste une étape qu'on doit cocher, mais que ça doit être vraiment une culture collective portée par toutes les parties prenantes d'un projet. Donc, cette compétence cachée du testeur, c'est apprendre à d'autres, finalement, à raisonner autrement plutôt que de se la garder qu'à soi et de se l'approprier. Donc, j'espère que ce podcast et cet épisode vous ont fait réfléchir sur votre capacité à transmettre votre façon de réfléchir aux autres participants du projet. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à me dire la dernière fois où vous avez challengé une fonctionnalité avec un vrai raisonnement de testeur et que vous avez fait notamment avec un développeur ou un PO. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de la Guilde. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la Guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.